s'accélérer, on le voit sur les arbres dans la nature là, cet été. Et donc on s'est un peu interrogé sur la manière dont tout ça, ça pouvait bien se passer et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe bien surtout. Donc voilà, on a ici donc Jean-Marc Bouillon qui est paysagiste. Chacun se représentera un peu plus en détail après. Donc Jean-Marc Bouillon est paysagiste. Ah ben voilà, magnifique. Président du Fonds de dotation Intelligence Nature. Éric Stemler, qui est directeur du Centre de production horticole arboricole du Grand Sud-Est Avenir. Paris, pardon. Et Nicolas Lapki, qui est commercial aux pépinières franciliennes. Donc voilà, je vais passer la parole à Jean-Marc Bouillon qui va expliquer qu'aujourd'hui le végétal est en train de passer sur un stade qui est au-delà de l'aspect esthétique, au-delà du beau. Il va falloir faire du fonctionnel. Merci. Alors, je vais préparer un long PowerPoint que je vais essayer de dérouler au bon rythme pour tenir mes 12 minutes. Et alors, je vais essayer de le trouver. Je sais pas où il est. Non, pour tourner, vous aviez le lien direct. J'avais le lien direct. Là. Ah oui, c'est ça, le lien. Génial. Bravo. Ça n'avait pas une bien le lien. Alors, le titre d'intervention, c'est quand la nature devient infrastructure et la biodiversité fonctionnelle, repenser la fonctionnalité des végétaux. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, je vous propose de partager un rapide diagnostic du système urbain dans lequel nous vivons et un constat un peu amer, parce que vous le savez tous, nos villes surchauffent, débordent, elles sont bruyantes, elles sont violentes, elles sont polluées, etc. Donc on se rend compte que ça ne va pas très bien. Quand on voit les photos qui sont ici, il y a quelques travers de ce que nous vivons, qui sont finalement des images qui deviennent presque quotidiennes, de débordements, d'inondations, etc. Et qui viennent de différents facteurs. La minéralisation des villes est essentiellement la cause qui génère une augmentation mécanique de la température, parce que la température de la ville accumulée s'additionne à celle du réchauffement climatique, et tout ça fait qu'on annonce en 2030 50 degrés dans des régions comme l'Alsace, etc. Je ne sais pas si vous avez 50 degrés, ça fait vraiment peur. L'absence de filtres naturels concentre la pollution de l'air. L'assainissement pluvial, qui est le réseau primaire de la ville le plus profondément enterré et saturé dans à peu près toutes les villes, ce qui fait, et les épisodes pluvieux s'intensifient à cause de la chaleur. Donc on est vraiment dans une situation qui est un peu problématique et qui nous fait dire qu'il est raisonnable aujourd'hui de s'interroger sur l'avenir de ce système qui est fondé essentiellement sur des infrastructures techniques. Et c'est bien là le problème. Alors, c'est assez curieux de voir parce que je vais vous montrer deux fois deux photos. La première, c'est une photo d'un désert dans le sud marocain. Qu'est-ce qu'on observe? Tout est minéral, dans des tons ocre, etc. Et puis, il y a une petite cuvette. Dans la cuvette, il y a de l'eau qui s'est accumulée. Des plantes se sont installées. Et sous les plantes, les gens ont construit leur maison. Hein, c'est le principe de l'oasis. D'accord? Et donc, il y a un rapport minéral-végétal qui est énormément de minéral, très peu de végétal. Et un village français, c'est exactement l'inverse. Hein. Tout est végétal, et puis on est venu prendre le végétal et on lui a substitué quelque chose d'artificiel. C'est assez significatif de voir cette différence. Je vais vous en montrer. Alors, et pourquoi on a fait ça? Parce que nous, on est dans des régions tempérées. Donc, comme on est dans des régions tempérées, on n'avait pas grand-chose à se protéger, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs du bassin méditerranéen où il y a un urbanisme bioclimatique qui s'est installé parce qu'il faisait chaud toujours, donc on a créé quelque chose d'autre. Mais dans nos régions tempérées, on n'avait pas vraiment de problème, donc on n'a pas de problème, pas de questions, pas de solution. Et on a plutôt fait des villes qui sont ouvertes et qui se donnent au soleil, hein, des grandes artères, des espaces bien ouverts, etc. Dans ce système, on fait deux choses radicalement étonnantes. C'est l'eau est l'ennemi de la construction, hein, il faut s'en départir au plus vite, hein, attention aux fondations avec l'eau, attention aux fondations de choses avec l'eau, etc. Et l'arbre, la nature est un accessoire. Or, partout sur Terre, l'eau et le végétal sont à l'origine des écosystèmes qui ne sont favorables. La deuxième série de photos, c'est celle-ci, désert du Buren, des grandes dalles, hein, c'est dans l'ouest de l'Irlande, des grandes dalles de pierre, avec des fissures, et dans les fissures, on voit une nature courageuse qui s'est initiée, on sent que c'est quelques lichens, quelques mousses, etc. Et quand on le voit, on se dit, c'est normal que ce soit un désert. Hein, c'est complètement impropre à l'installation humaine. Quand il va y avoir du vent, ça va être violent. Quand il va pleuvoir, ça va être battant. Et quand le soleil va se mettre à taper dessus, ça va surchauffer. Mais si je vous montre une photo de Paris, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le rapport entre le minéral et le végétal est équivalent à celui d'un désert. Parce que nos villes sont construites sans la nature.
Enfin, au début, non, mais depuis un siècle, oui. Alors, ça vient d'un système urbain du XXe siècle qui est plutôt issu des innovations techniques de la fin du XIXe siècle. C'est intéressant de voir qu'à chaque fin de siècle, on invente des trucs qui impriment fortement le siècle suivant. On va remonter un tout petit peu plus loin, 1789, c'était bien une fin de siècle, ça a bien changé la donne pour le 19e siècle. Et là, la révolution industrielle, tout ce qui est technique a été inventé à la fin du 19e siècle, les choses essentielles. Et du coup, ça nous a fait penser qu'à chaque question, même naturelle, on pouvait trouver une réponse technique ou technologique. Et donc, progressivement, on a substitué au socle naturel de nos villes un socle artificiel, fait d'une collection d'infrastructures monoservicielles, techniques, etc. Et qui est un système qui s'est complexifié à outrance, qui fait que ça a siloté les compétences, que le type qui a réglé le problème de l'assainissement, ça devient tellement complexe qu'il ne peut pas s'occuper d'autre chose. Et donc on a créé ces silos techniques, etc. J'ai essayé. Là-dedans, d'ailleurs, le citoyen contribue assez peu parce qu'on lui demande d'être usagé. On était le siècle dernier, dans les années 80, 90, on était usagé d'un service public, mais on n'était pas co-auteur de ce service public. Voilà. C'était sans compter sur une loi d'un savant qui s'appelle Ivan Illich sur l'institutionnalisation et qui dit qu'en gros, quand on prend un système et qu'on l'institutionnalise et qu'on en fait le pivot de quelque chose, il génère sa propre perte, il génère sa propre saturation. Et regardez le réseau viaire de nos villes, et bien, toutes les grandes villes, on a un réseau saturé. Vous prenez l'air, c'est complètement saturé, vous prenez les réseaux d'assainissement, ils sont complètement saturés. Et plus on pourra aller plus loin dans les zones de saturation. Donc, les changements de siècle étant propices au changement aux innovations, qu'est-ce qu'on a inventé à la fin du XXe siècle? Est-ce qu'on a inventé des trucs et est-ce que ça va commencer à changer notre système urbain? C'est là qu'on a inventé l'intelligence artificielle, la data, les réseaux sociaux, la démocratie participative, le biomimétisme, les énergies renouvelables. Tout ça sont des choses qui sont apparues à la fin de 1990, 2000, etc. Et c'est là-dessus qu'est en train de se fonder le nouveau système urbain. Et là-dedans, en passant, le citoyen devient co-auteur de son système, parce que non seulement on lui demande son avis avant de le décider ou de le concevoir, mais on lui demande d'y participer, et par le fait qu'il y participe concrètement, ça va mieux fonctionner. Si je suis capable de mettre ma place de stationnement que j'utilise que la nuit à disposition de quelqu'un le jour, j'améliore le fonctionnement de ma vie. Donc je deviens co-auteur finalement du système. Alors, la transition a déjà débuté, la réversibilité est possible. Regardez, ça c'est un grand parc dans une grande ville qui est assez laboratoire pour nous, les paysagistes, urbanistes, c'est Singapour. Je ne sais plus, c'est Shanghai peut-être plutôt. Et c'est un grand doigt vert, mais regardez d'où ça vient. Avant, c'était une infrastructure monoservicielle de gestion de l'eau. Donc on avait mis un grand canal et on gérait toute l'eau. Après, on a décidé que c'était un peu con, on a démonté le canal, on a fait un grand parc à la place. Et regardez ce qui se passe, c'est que finalement, c'est comme une grande plaine où la rivière débordait puis ça envahissait. On a recréé ça, c'est assez simple. Donc on a une performance hydraulique qui est largement accrue par rapport à l'infrastructure monoservicielle. Et en même temps, quand il n'y a plus d'eau, on a gagné un parc pour la qualité de vie. On trouve ces histoires-là en France aussi. L'entrée de ville du Havre n'a plus d'assainissement de l'eau pluviale. Tout passe par des tranchées drainantes. Il y a des opérations à Paris en public. Ça, c'est tout le quartier des Mureaux. C'est un projet qu'on a fait avec un de mes amis ingénieurs, où on a déconnecté tous les espaces publics, toute l'eau de pluie des espaces publics. Plus rien ne va dans le réseau d'assainissement, tout est infiltré. Là, c'est quand même un projet à 35 millions d'euros, c'est 15 000 habitants, il n'y a plus d'eau de pluie qui va dans les tuyaux, ça va dans le sous-sol vers lequel a été destiné. Pourquoi j'insiste sur l'eau de pluie? Parce que c'est vachement important, il faut mêler l'eau et le paysage, l'eau et la végétalisation dans des trajectoires communes, parce que c'est vraiment en recréant des conditions de sol qu'on arrivera à installer de façon pérenne la nature en ville. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on plante dorénavant pour infiltrer, pour rafraîchir, pour dépolluer, donc des prestations qui étaient confiées au siècle dernier à des infrastructures. Avant, quand il fallait dépolluer, on inventait un truc technique. Quand il fallait rafraîchir, on inventait les brumisateurs. Parce qu'à toute question, même naturelle, une réponse technique était toujours privilégiée. Et là, on se dit, ça ne marche pas ce truc-là. Et on va commencer à planter pour des prestations techniques. Donc la nature devient une infrastructure nouvelle de la ville. C'est ça qui est intéressant, une nature contributive grâce aux services fournis par la nature.
C'est une infrastructure extraordinaire, parce qu'elle est multiservicielle. Le reste, les infrastructures techniques sont monoservicielles. Un tuyau d'assainissement ne fait que assainir. Vous pouvez mettre des tuyaux de gaz, d'électricité, de la multitubulaire à côté du tuyau d'assainissement. Quand le tuyau d'assainissement est saturé, il ne trouvera secours dans aucun des autres tuyaux qui sont autour. Alors que la nature, c'est l'inverse. Si vous la prenez comme une infrastructure, elle va passer son temps à combiner des trucs, à trouver des réponses, etc. Il y a un très beau sujet de recherche à laquelle la France participe par le travers de Plantes et Cités, qui s'appelle Nature for Cities, qui a détecté 75 typologies de fonctions écosystémiques utiles à l'homme en ville, utiles au système urbain. Le système du XXe siècle n'en utilise aucune. Donc là, on est en train de comprendre que c'était peut-être une erreur, et on comprend que le paysage, l'eau, le végétal sont essentiels à la vie. Voilà le programme, c'est 4 années, 7,5 millions de budget de recherche sur cette question-là, 28 pays, 28 partenaires de notre pays. Alors l'arbre dans tout ça, parce que c'est ça la question, ça va devenir un élément évidemment essentiel de cette nouvelle infrastructure. Alors, on voit qu'il a été au cœur des municipales, comme tu disais en introduction, l'arbre sur France Inter, symbole des municipales. Au Mans, l'arbre au cœur de la campagne, à Strasbourg, au cœur de la cité, l'arbre sujet de toutes les enchères, etc. On annonce 170 000 en 6 ans à Paris, 400 000 à Lyon avant 2030, 50 000 de plus par an à Strasbourg. Ça a un peu baissé, c'est 10 000 pendant le mandat, les dernières annonces qui ont été faites, mais en vain, 1 million sur 3 ans dans les Hauts-de-France, 5 millions en Bretagne. On voit qu'il y a vraiment une espèce de truc de dingue qui se passe sur l'arbre. Voilà. Et qui renvoie à cette notion d'infrastructure, nature-infrastructure, et qui rappelle qu'on va planter pour rafraîchir. Alors là, il y a une petite donnée qui est intéressante, c'est que du coup, ça inverse la raison de la politique environnementale, parce qu'avant, on œuvrait pour la biodiversité, donc les politiques environnementales sont en faveur de la biodiversité, qui est donc directement utile à la nature et indirectement utile à l'homme, alors que quand on plante pour rafraîchir, c'est directement utile à l'homme et indirectement utile à la biodiversité. Et cette inversion de regard fait que tous les élus y sont allés. C'est quand même assez fou. Alors, ça peut paraître une réponse simple, car après tout, il ne s'agit que de planter des arbres. Donc, tout le monde se dit, ça je comprends, par rapport au système d'avant, qui était quand même, quand on voulait expliquer à quelqu'un un système d'assainissement, c'était quand même un peu la croix à la bannière. Là, on dit, on va planter pour rafraîchir, ça tout le monde comprend. Pour autant, pourquoi les gens le comprennent facilement? Parce qu'il y a 5 principaux désagréments à être urbain aujourd'hui. Il y a les pics caniculaires, et comme je vous disais, ça va augmenter. 2, il y a les inondations, ça ne va pas s'arrêter. 3, il y a la pollution de l'air. Vous savez que selon les études, c'est entre 46 000 et 60 000 morts par an, morts prématurés par an, beaucoup plus efficace que le Covid en France. Et il y a le bruit, on voit des études, raccourcissement de la durée de vie quand on est exposé au bruit. Donc ça va devenir un sujet important. Et puis il y a une autre notion qui touche aux troubles de l'anxiété, qui est le déficit d'expérience nature. C'est-à-dire qu'on les gens n'ont plus de contact avec la nature et ça crée de l'anxiété, notamment pendant les périodes de confinement. Donc, comme les arbres et la nature offrent des réponses pertinentes à ces questions, d'accord, donc tout le monde plante, mais finalement, quel arbre et pour quel service? Parce que quand on annonce 100 000 arbres, mais c'est pourquoi faire? Est-ce que 80 000 ne serait pas suffisant? Est-ce que c'est plutôt 120 000? Mais on veut faire quoi avec cet arbre? Est-ce qu'on veut avoir une approche silotée, uniquement rafraîchir? Ou est-ce qu'on se dit c'est dommage de ne pas essayer de lutter contre les inondations, d'améliorer la qualité de l'air, de lutter contre les troubles de l'anxiété, d'augmenter les fonctions cognitives des gamins? Enfin, quand on commence à se poser la question comme ça, d'une façon plurielle, pour arriver à stimuler le plus possible des 75 typologies de fonctions écosystémiques que la nature offrirait à la ville, on se dit que ça devient un peu complexe ce truc. Et donc, on doit faire émerger des nouvelles gammes de végétaux ou des nouveaux critères de sélection, d'accord, autour des fonctions écosystémiques. Moi, je suis paysagiste concepteur. Dans les catalogues des pépinières avec lesquels on bosse, qu'est-ce qu'on voit? On dit extraordinairement résistant à la pollution atmosphérique, incroyablement résistant à la sécheresse, délivre quelques couleurs automnales, éventuellement une floraison. Voilà en gros les caractéristiques techniques des arbres qui sont comment dire, à disposition pour planter dans le feu. Demain, on va devoir faire émerger d'autres choses, des outils existent ailleurs comme eTree Eco ou alors eTree Species avec 1600 espèces où on commence à monter ces fonctions écosystémiques. Il y a le CEREMA avec la ville de Metz qui a fait un truc qui s'appelle Sésame, voilà.
Et donc on va voir d'autres critères apparaître, comme le pouvoir d'évapotranspiration, le coefficient d'ombrage, le coefficient de biodiversité. C'est qu'on va se rendre compte que selon l'essence qu'on va planter, on va générer une biodiversité additionnelle qui est plus ou moins riche selon ce que vous mettez. Vous avez plus ou moins d'oiseaux, plus ou moins d'insectes. Enfin, vous allez provoquer quelque chose qui va être plus intéressant que simplement le fait de planter un arbre. Alors, dans les fonctions nouvelles et les nouveaux indicateurs qui apparaissent, il y a l'indice de canopée, qui mesure le pourcentage de sol d'une ville recouvert par l'ombre produite par un arbre de plus de 3 mètres de haut. Pourquoi 3 mètres de haut? Quelqu'un peut aller dessous, parce qu'un arbuste, finalement, qui fait 1 mètre, va faire de l'ombre sur le sol, mais ce sera moins intéressant qu'un arbre, parce qu'on ne peut pas aller dessous. Donc ça, c'est l'indice de canopée. Il y a également l'indice de verdissement, voilà. Après, on peut se poser la question, ok, ça c'est pour l'ombre, la fraîcheur, et quelle efficacité, quel objectif se fixer? Est-ce on est capable de dire, moi, si vous plantez 50 000 arbres, je vous garantis 3 degrés de température au moins, 2 degrés, 8 degrés, enfin, de quoi parle-t-on vraiment? Comment calibrer les besoins dans une logique d'infrastructure? Quel est le calcul de capacité? Qu'est-ce qu'un territoire peut accueillir comme arbre, sur le domaine privé, sur le domaine public? Quel engagement on est capable de prendre sur la performance? Parce que si on veut faire de la nature une infrastructure, il faut être capable de s'engager sur une performance. Est-ce que ça va générer des nouveaux contrats, des nouveaux financements? J'ai bientôt fini. C'est une infrastructure qui est compliquée parce qu'elle est vivante, les autres sont inertes. Donc elle est exposée à des risques inhabituels pour une infrastructure, elle peut mourir. Regardez dans les Pouilles avec Tiléléa ce que ça a donné. Il y a toute une infrastructure d'un pays qui tourne autour de l'olivier qui est complètement ramassée par la disparition des oliviers. Donc ça veut dire que ça renvoie à des techniques un peu, nouvelles. Regardez la liste de Genève des arbres menacés à moyen terme à cause du réchauffement climatique, c'est 80% des arbres des jardins. C'est l'érable plane et sycomore, le marronnier, le bouleau, les deux formes de bouleau et le hêtre. Donc une fois que vous avez ça qui disparaît, je vous promets que excusez-moi, j'ai oublié de couper le téléphone. Vous voyez un peu les conséquences que ça va avoir, c'est assez catastrophique. Voilà. Alors, ensuite, il y a où est-ce que j'en étais? Voilà. Ces risques inhabituels de cette infrastructure étonnante car elle est vivante vont créer des nouvelles coopérations assez inédites. Des coopérations, pourquoi nécessairement? Parce que finalement, en ville, 20% du foncier est public, 80% du foncier est privé. Donc si on n'emmène pas dans la bagarre le foncier privé, imaginez qu'un maire brillant arrive à réverser 20% de son système urbain public en abondance, ce qui serait extraordinaire, ça fait 4% de la ville. Si vous n'emmenez pas les 80% du privé avec vous, vous ne ferez pas grand-chose. Donc nécessairement, il faut arriver à trouver des process, des ambitions qu'on partage dans ces nouvelles coopérations où l'usager devient co-auteur, c'est obligatoire de trouver des choses comme ça. Sachez que dans l'État de Genève, 50% des arbres sont privés, donc vous voyez que l'infrastructure verte est avant tout privée. Comment on les associe? Quelle incidence fiscale? Est-ce que quelqu'un qui accepte de verdir, et donc il contribue à la qualité de l'air général, par exemple, Cadreville, il a des incidences fiscales, donc ça va toucher à ça. Est-ce que ça va faire émerger un cadastre vert qui recense cet actif vert? Voilà, il y a finalement aussi des questions de sol, de réseau, de droit de l'arbre. Aujourd'hui, on nous dit on ne peut pas planter parce qu'il y a des réseaux. Et bien peut-être qu'il faudra dégager les réseaux pour planter. Il y a des jurisprudences qui existent, comme celle de Bobigny par exemple, qui, dans le cas des tramways, a demandé aux réseaux de pousser les tramways les réseaux pour qu'on puisse mettre les plateformes. Ben, peut-être que demain, on devra pousser les réseaux pour mettre les arbres. Je ne sais pas. Voilà. Il va y avoir le repli de la voiture qui a commencé, qui va libérer des espaces. Sachez qu'Anne Hidalgo a annoncé la suppression de son mandat de 65 000 places de stationnement aérien. Possiblement, ça peut faire 65 000 arbres. On n'est pas sûr, mais on peut essayer de se bagarrer pour ça. Mais voilà, elle s'est engagée à emporter combien? Ça ne fait pas la figure. Non, mais c'est quand même beaucoup. C'est 50 000 de mémoire. Il y a une question qui se pose aussi, c'est est-ce que intelligence artificielle et intelligence naturelle cohabitent ou sont ennemies? Voilà, moi je pense qu'au contraire, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Encore une minute, j'ai fini. Parce que l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir accès à des données complètement dingues qui vont légitimer complètement l'efficacité de l'infrastructure verte. Aujourd'hui, on pense que l'infrastructure verte, c'est un peu une vue de l'esprit dans ce monde très technique, fait de quotas, d'indicateurs, de trucs. Est-ce qu'on est capable de prouver ce que je raconte? Et bien, l'intelligence artificielle va nous aider à prouver
qu'il y a moins de température, la température ressentie est meilleure, on va mettre des sondes tensiométriques dans le sol, enfin on va avoir des LED voilà, de l'intelligence artificielle. Moi je travaille sur par exemple la lecture algorithmique des pixels des photos aériennes qui en fonction des températures de verre nous donne l'état sanitaire des arbres. Donc ça nous permettrait d'anticiper très fortement quelque chose qui se passe dans les arbres et de pouvoir réagir plus tôt avant que ce soit irrémédiable. Sachez que quand il y a eu la maladie de l'orme, on s'est rendu compte que c'était une épidémie quand 60% des ormes en France étaient morts. Donc on avait un temps de retard dans l'observation globale de ce qui se passait. Là, la data va nous aider à le faire. Voilà, je vais finir juste en vous disant que planter des arbres, c'est une réponse simple, mais en réalité, vous l'avez vu, qui est assez complexe, et c'est ça qui nous intéresse. Nos professions peuvent quitter le rôle d'accessoire dans lequel le système urbain nous contient, parce que nous, on était supplément d'âme, on bricolait nos choses techniques, et puis s'il restait un peu d'argent, un peu de place, on nous disait mettez des arbres, on était vraiment dans l'accessoire. Là, on a la possibilité de rentrer dans le système urbain et de devenir contributif. Par contre, c'est des responsabilités nouvelles, certes enthousiasmantes, mais elles nous obligent. C'est-à-dire que nous, si on plante, il faudra que ça pousse, il faudra que ça délivre de l'évapotranspiration, etc. Donc il y a beaucoup de techniques. En fait, la phrase pour conclure, c'est quand la nature devient infrastructure et la biodiversité fonctionnelle, on change de champ de compétences pour entrer dans celui de la technique de l'innovation, donc dans celui de nos entreprises. Voilà, c'est à nous d'être capables de faire switcher, sans oublier que c'est plus beau avec la nature, sans oublier que c'est plus écologique avec la nature, mais de se rendre compte que c'est aussi terriblement technique grâce à la nature, et une technique qui est très utile à notre système urbain. Voilà, merci. Merci Jean-Marc pour cette introduction, au pas de course un peu, mais riche et qui souffle un peu le chaud et le froid, je trouve, parce qu'il y a plein de côtés positifs et puis plein de côtés un peu inquiétants, avec 60% des arbres menacés à moyen terme, on le voit bien. Moi j'ai vu des lettres à 1500 mètres d'altitude cet été qui sont en train de crever complètement sur des endroits où il pleut 1500 mm par an. Quoi. Donc il y a des choses très inquiétantes qui se passent et je ne suis pas sûr que grand. Il y a un autre chiffre, je ne sais plus si c'est 30 ou 60%, mais je crois que c'est 60% des arbres remplacés dans le Grand Lyon, c'est dans la charte de l'arbre, ont moins de 30 ans. 60% des arbres remplacés ont moins de 30 ans. Ça vous donne une idée. Et on est en train de considérer les arbres comme des pots de fleurs quasiment. Donc, suite à cette introduction, je passe la parole à Eric Stremler qui travaille donc pour la ville, qui va essayer d'analyser comment toute cette mutation, à quelles conditions, comment elle peut se passer dans les villes aujourd'hui. Bien, merci, bonjour à tous. Alors, effectivement, moi je pense que, et certains l'auront certainement perçu à travers les propos de Jean-Marc, nous sommes à un clivage, à une zone disruptive entre un ancien monde et un nouveau. On ne va pas parler de l'après-Covid, c'est pas le but. Mais en tous les cas, il y a manifestement un changement de paradigme qui doit nous obliger, et d'ailleurs je pense que ce qui s'est exprimé lors des dernières élections montre que le citoyen y est sensibilisé à inventer le monde de demain et la ville de demain. On l'a vu, la ville c'est un tout. Mais n'oublions pas que ce tout s'intègre lui-même dans un tout qui était là avant nous, et donc avant la ville. Donc le concept qui était de dire on va faire du greenwashing, du préverdissement, ça ne fonctionne pas, en tous les cas c'est pas pérenne. Or les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, que ce soit des problèmes climatiques, que ce soit des problèmes de gestion de l'eau, on en a parlé, sont à mon sens des problèmes qui vont être non seulement pérennes, mais qui risquent de s'accroître dans les années à venir. Dérèglement climatique, encore une fois, on est bien sur un dérèglement, on n'est pas sur un réchauffement. Là aussi, il faut voir le dérèglement dans tous les sens et pas exclusivement sur le cycle des précipitations, mais peut-être plus sur un cycle saisonnier. D'ailleurs, ça invitera mon Nicolas tout à l'heure à parler un petit peu de la problématique, je crois, des pépiniéristes que nous sommes par là même, à savoir quelle sera la gamme de végétaux qu'on peut proposer, sachant qu'on n'a aucune lecture à moyen terme de l'évolution climatique. Mais bon, ça, je pense que Nicolas y reviendra, il n'y a pas de difficulté. Moi, je voudrais simplement dire une chose. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'il faut changer. Aujourd'hui, on a sans doute la chance d'avoir des politiques qui portent un discours qu'ils n'ont jamais porté. On a parlé de la ville de Paris, on peut parler du plan canopé de la métropole urbaine du Grand Lyon, c'est 300 000 arbres.
bon, etc., etc. On peut parler, et Jean-Marc l'a souligné, du programme Sésame, co-construit avec, entre plutôt le CEREMA et la ville de Metz, qui a identifié 80 essences prédestinées à pouvoir végétaliser Metz et sa région. On pourrait parler également des travaux actuellement réalisés par l'ADEME, qui s'appelle Arboclimat. Donc là encore, je pense qu'il faut replacer, recontextualiser l'arbre dans une globalité, et cette globalité, c'est la végétalisation. Donc certes, on fait un focus sur l'arbre, mais d'une manière ou d'une autre, à un moment, il faut se poser la vraie question qui est celle de la végétalisation. L'arbre n'étant qu'un moyen, alors certes un moyen important, mais ça reste qu'un moyen. Aujourd'hui, vous êtes dans des centres-villes historiques, hormis de la végétalisation hors sol, malheureusement, il n'y a pas de solution d'implanter des arbres. Les réseaux sont au sol, il y a la voiture qu'on essaye de chasser, on l'a dit, on essaye de recoloniser l'espace, mais c'est un petit peu la guerre entre les différents occupants du domaine public, donc c'est loin d'être aussi simple que ça. Pour autant, la porte d'entrée que nous avons, nous, en collectivité, puisque vous l'avez compris, je dirige un centre de production horticole mutualisé pour un des 12 territoires de la métropole du Grand Paris. Déjà, on a changé d'échelle. Faisons bien le distinguo entre l'arbre, le paysage et la ville. Là encore, c'est trois choses qui sont très complémentaires. Moi, je suis toujours surpris de découvrir à quel point les gestionnaires ne savent pas ce qu'ils gèrent. Ou s'ils le savent, ils en ont qu'une vue très parcellaire, selon leur envie, selon ce qu'ils aiment. En tous les cas, force est de constater que bon nombre de gestionnaires, dès qu'on gratte un petit peu en demandant quelles sont les surfaces engazonnées, quel est le nombre d'arbres entretenus, à qui appartiennent-ils? Parce qu'à un moment, il faut aussi se poser la question de la domanialité. Et ça, je dirais, c'est pas si simple que ça. Un exemple très récent, il y a une dizaine d'années, quand l'État a rétrocédé les routes d'intérêt national, ne serait-ce qu'au conseil départemental du 94, eh bien, il y avait environ, on ne savait pas trop, 4 à 6 000 arbres qui allaient accompagner cette rétrocession. Finalement, il n'y en avait que 8 000. Donc vous voyez une petite marge d'erreur de 30% qui est tout à fait, malheureusement, presque une norme. Donc moi je dirais que la première des choses à faire lorsqu'on a une volonté d'inscrire une renaturation, une revégétalisation de la ville, à mon sens, c'est de partir d'un diagnostic, de partir de l'existant. On a quoi? Après, l'État, c'est un autre débat, mais déjà d'avoir une bonne maîtrise de l'existant. Et ensuite, cet existant, bien sûr, il faut le replacer dans la globalité de la ville. On a parlé de l'eau. L'eau ne peut pas être traitée séparément de la végétalisation. On a parlé de l'air. L'air, inévitablement, dans les services écosystémiques rendus par le végétal, il y a, tout le monde en a entendu parler, des fameux puits de carbone. Mais j'ajouterai à ça le troisième élément qu'on n'a pas encore nécessairement abordé et qui, à mon avis, est un véritable challenge de ce XXIe siècle, le sol. Jusqu'à aujourd'hui, tout végétal a besoin d'un support. Alors, vous allez me dire, on arrive à faire de l'aquaponie, on arrive à faire beaucoup de choses sans réellement un support type sol végétal ou naturel, mais pour autant, il faut un sol. On le voit bien dans nos plantations hors sol. On recrée artificiellement ce fameux sol qui manque. Donc ça, c'est vraiment les 3 points qu'il faut avoir. Et ce diagnostic, là encore, il serait dommage de s'arrêter au diagnostic. Pourquoi? Parce que, là encore, de par l'expérience, je me rends compte que on y va, il y a un élan. Alors tout le monde est volontaire, on va diagnostiquer. Donc on va missionner du bureau d'études, ils vont nous aider, ils vont nous donner des magnifiques documents à partir desquels on va pouvoir programmer des travaux, pourquoi pas un plan décennal d'investissement. Et puis, le diagnostic il a vieilli, il est un petit peu has-been parce qu'entre-temps il y a eu de l'aménagement, entre-temps il y a eu de la requalification de voirie, entre-temps il y a eu des aménageurs de patrimoine bâti qui sont passés, et on se rend compte que
bah, tout comme la nature a horreur du vide, eh ben, on se rend compte que nos amis aménageurs de l'espace urbain ont horreur du vide. Donc maintenir une fosse de plantation sans rien, c'est voué à la disparition. Et la disparition, c'est simple, c'est un coup d'enrobé. Et une fois que cette perte est actée, il est quasiment impossible de faire marche arrière pour reconquérir ces territoires perdus. Donc, le diagnostic, clé de voûte, mais l'entretien de ce même diagnostic pour l'actualiser est indispensable. Regardez, les experts réunis ou pas dans le GKO au niveau de l'arbre d'ornement ne feront jamais une date de validité de leur expertise au-delà de 3 années. Ils vont vous parler d'une espérance de maintien de patrimoine arboré, mais ils n'iront jamais au-delà de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, une de nos caractéristiques, on travaille avec du vivant, on ne travaille pas avec de l'inerte. Donc, le vivant, par définition, meurt. Et ça, c'est une donnée fondamentale que nos aménageurs doivent avoir à l'esprit. On construit des bâtiments, il y a une maintenance corrective, une maintenance préventive. En aménagement urbain, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, là-dessus, on va dire, oui, mais on n'a rien, on n'a pas d'outils, etc., on ne sait pas comment faire. Faux. Là encore, il y a à notre disposition, gestionnaire du domaine public, tout un tas d'outils. Vous avez le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Région Île-de-France, vous avez le SDRIF. Et puis plus on descend dans la hiérarchie, entre guillemets, des normes, vous allez avoir le plan local d'urbanisme, qui aujourd'hui devient intercommunal, donc qui permet de figer sur une matrice des espaces à végétaliser. Faut-il encore vouloir le faire? On a tout un tas de classifications qui nous permettent de protéger l'existant, qui malheureusement bien souvent est sous-utilisé. Donc les fameux EBC. Vous avez l'article 151.23, 151.43 du Code de l'urbanisme. Pourquoi sont-ils si peu utilisés? Pourquoi les gestionnaires de services espaces verts ne sont pas systématiquement consultés à la délivrance des permis de construire? Alors que derrière, nous avons pu mettre en place de la compensation végétale. Alors certes, vous allez me dire, c'est pas la panacée, mais entre rien et une compensation végétale, je dis qu'on a déjà fait un pas en avant. Alors, tout ça, c'est bien, on a le PLUI, on a le SCOT, mais il y a aussi un document programmatique qui pour moi est essentiel, c'est le plan climat, air, énergie territorial. Pourquoi? Puisque là, vous avez compris, plan air, climat, donc on est vraiment sur quelque chose de très pluriel. Et surtout, c'est un document qui doit avoir une portée juridique, puisqu'il passe en conseil municipal, en conseil de territoire. Dedans sont inscrites des actions, et c'est à partir de ces actions, comme on a pu avoir d'autres programmes comme la trame verte et bleue, c'est à partir de ces actions qu'on définira une véritable politique de revégétalisation du domaine public. Là encore, je pense qu'il faut être raisonnable. Tout n'appartient pas au domaine public. Il est bien évident que nous devons travailler en équipe pluridisciplinaire, mais tant au niveau des compétences associées que nous avons, mais tant au niveau des occupants de la ville. Et les occupants de la ville, c'est vous, c'est moi. Donc c'est des administrés. On a parlé de co-construire. Oui, il faut aller vers ça. Nous sommes acteurs de notre ville dans laquelle on vit. De la même manière, pourquoi ne pas inscrire dès le départ des programmes de financement? Aujourd'hui, il y a des outils à la disposition des collectivités qui s'appellent des plans pluriannuels d'investissement. Malheureusement, ils sont trop peu utilisés. Or, ça vous permet, à l'échelle d'un mandat, d'un demi-mandat, d'inscrire dans la durée des actions. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas les outils. Et après, les derniers outils, puisque je pense qu'il doit me rester 1 minute à peu près, donc je vais essayer de faire court, c'est que trop souvent, on a fait du greenwashing. Ça, c'est vraiment le constat. Et c'est un message que je fais passer aussi à mes amis concepteurs, c'est qu'on livre un programme
on le vend sur de l'image, on le livre, et après souvent on nous le rebalance en service exploitation à gérer, sans mode d'emploi. Parce qu'on s'imagine que ça se livre comme on livre un ascenseur, une petite vérification périodique et ça fonctionne. Aujourd'hui, je sais que ça change, et de plus en plus, il y a ce côté après-vente qui est assuré par nos maîtres d'œuvre. Néanmoins, de notre côté, au niveau des collectivités, c'est pareil. Il faut inscrire nos actions dans le temps. Les inscrire dans le temps, on l'a vu, d'un point de vue financier, c'est facile avec un plan pluriannuel d'investissement. Eh bien, il faut aller au-delà. Il faut avoir des plans décennaux de gestion du patrimoine vert. Ce que nous n'avons pas. Aujourd'hui, nos élus souhaitent avoir des coûts globaux. Et puis après, avant de passer la parole à Nicolas, une chose sur laquelle on essaye de tendre depuis des décennies, ce sont les fameux plans de culture. Les contrats de culture qui permettraient un bénéfice gagnant-gagnant entre les services création, les services exploitation et la pépinière qui est à l'origine du besoin et de la réponse aux besoins. Ok, merci. Alors, on va essayer de co-construire aussi la conférence. Donc l'objectif, j'ai oublié de le dire au début, c'est quand même qu'il y ait des échanges de questions-réponses. C'est pour ça qu'on était parti sur des interventions d'à peu près un quart d'heure, et après vous pourrez poser les questions que vous souhaitez à la fin. Je préfère qu'on fasse comme ça plutôt que de poser des questions après chacune des interventions. Donc il y a une volonté politique, il y a des outils qui existent pour gérer l'arbre. Vous les pépiniéristes, comment vous vous situez dans cette problématique-là? Comment vous ressentez tout ce qui a été dit? Alors, on voit bien, Nicolas Latki, je suis responsable du développement d'une structure qui s'appelle les Pépinières Franciliennes, qui est un regroupement de pépiniéristes, je peux en parler un peu par la suite. On voit bien ce qui a été dit, qu'il y a un engouement au niveau du végétal, et on le ressent d'autant plus après cette période de confinement où les usagers qui ont pu avoir un jardin ou un accès à des espaces verts ont bien pris la mesure des services que peuvent apporter ce végétal, que ce soit en ville ou en milieu rural. Donc nous, on voit qu'il y a des projets qui arrivent à grande échelle sur de la plantation de milliers d'arbres. On peut parler d'arbres, d'arbustes ou de plantes vivaces. Nous, c'est un énorme enjeu pour nous, pépiniéristes, en Ile-de-France, parce que c'est des futurs projets pour nous. Sachant que nous, on a une énorme problématique dans le milieu de la pépinière. Il faut savoir qu'on met entre guillemets à la poubelle quasi 30% de notre production tous les ans. Puisqu'il y a un tel décalage en fait entre les projets qui sont annoncés et la gamme végétale qu'on met en culture, qui est parfois mise pour les arbres des années en avance, 5, 6, 7, voire une dizaine d'années en avance pour les projets. Donc ça c'est une réalité. Il y a des leviers d'action qui peuvent être proposés pour régler pour solutionner ce problème. Notamment nous, ce qu'on a fait du coup au niveau francilien, il existe une vingtaine de pépinières en Ile-de-France qui ont fait ce constat, qui se sont réunis en 2011 autour d'une table et ils se sont dit avec leur groupe, la création de la métropole du Grand Paris, leur groupement de communes en collectivités communes, etc., la création des établissements publics territoriaux, il est vital qu'on se regroupe. Ça a existé depuis longtemps en Belgique et nos collègues hollandais, par exemple, le font très bien. En Ile-de-France, ça n'existait pas et il est vital de se regrouper à plusieurs. Donc, sur la vingtaine de pépiniéristes, il y en a 7 qui ont créé une structure en commune solidaire, qui est un GIE, groupement d'intérêt économique, qui permet de produire en Ile-de-France sur à peu près 300 hectares de la plante vivace sur tout le socle arbustif, à l'arbre d'ornement et de grand développement. Donc ça permet en fait d'apporter une solution simplifiée pour nos aménageurs publics qui aujourd'hui n'existaient pas en Ile-de-France. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que trop souvent, je vous en ai parlé, on n'anticipe pas assez en fait les projets. Le végétal arrive, c'est le dernier maillon de la chaîne en fait. Il est planté en dernier, c'est ce qui arrive généralement en dernier sur les chantiers. Et il est vital pour nous, vu la durée de croissance et de culture de certains végétaux,
d'anticiper au maximum avec ces aménageurs, avec les concepteurs écologues, une gamme de végétaux qu'on serait capable de mettre en culture au bon moment pour tel type de projet. Le top, ça reste les contrats de culture qui sont trop peu souvent utilisés malheureusement, qui permettent de sécuriser pour le pépiniériste et pour l'aménageur en fait, des végétaux durables dans le temps qui sont produits pour l'occasion. Nous on en a fait on a un bon exemple avec Village Nature. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de center park à côté de Marne-la-Vallée. On a pu produire 90 000 végétaux. Ça peut paraître pas beaucoup, mais en pépinière c'est quand même énorme. Sous cette forme de contrat de culture. S'il n'y avait pas eu ce contrat de culture, on serait passé à côté du projet complètement, parce qu'on ne peut pas avoir, en fait, il existe tellement de variétés, de tailles, de formes, de végétaux différents qu'il est impossible pour un pépiniériste de tout avoir en stock à un moment donné. C'est la réalité. Donc ces contrats de culture permettent de lever ce problème. Ensuite, il y a un point sur lequel on peut travailler, c'est la gamme végétale. On voit que on ne parle pas effectivement de réchauffement climatique, mais plus de changement ou de dérèglement, je suis d'accord. Aujourd'hui, on ne sait pas dans 50 ans ou en 2050 ou 2070 quel sera véritablement le climat à Paris. Il y a des modèles, mais on n'est pas sûr avec certitude qu'on pourra implanter telle essence et ça fonctionnera. Donc nous, on a fait le pari. On a misé en tout cas sur la biodiversité et on a créé une gamme depuis 2017 de végétaux locaux qui diffèrent totalement de ce qu'on sait faire habituellement en pépinière. Ce qu'on fait en pépinière, en fait, c'est qu'on sélectionne des variétés horticoles qui ont un feuillage attractif à l'automne, une super floraison, qui sentent bon, qui ont un port fastigié, qui permettent d'être plantés dans des avenues. La problématique et le problème de ces végétaux, c'est qu'en fait, c'est des clones. En fait, on fait du clonage et de la multiplication. Et le jour où il y a une maladie, un ravageur qu'on peut retrouver sur l'orme, sur le frêne, sur les oliviers, sur tout un tas d'essences partout, suite aux échanges qu'on peut faire grâce à la mondialisation. Le souci, c'est que sur ces clones, quand vous avez une maladie, c'est tout l'alignement, tout le parc qui meurt. Donc nous, ce qu'on a fait depuis 2017, via une marque qui s'appelle Végétal Local, qui est portée par l'Office national français de la biodiversité, l'OFB, c'est de pouvoir proposer en fait une traçabilité complète. Vraiment, comment ça fonctionne. On vient prélever dans le milieu naturel directement des végétaux. La France a été segmentée en 11 zones biogéographiques par cette marque. Et l'idée, c'est de prélever sur une population de 30 à 50 individus et de constituer des lots de végétaux qui viennent directement du milieu naturel, donc qui ont une génétique qui est adaptée. Le but, c'est qu'ils soient replantés, bien entendu, dans ces zones et qui ont une génétique qui est adaptée au lieu d'implantation. C'est des végétaux. Déjà, on garantit l'origine de la graine. Quand aujourd'hui on planter un chêne, planter un érable, ou peu importe, vous n'avez aucune garantie d'où provient ce végétal, d'où vient cette plante. C'est des plantes qui peuvent venir à la base de Hongrie. Et entre le climat, les conditions climatiques, les conditions de sol qu'on trouve en Hongrie ne sont pas forcément les mêmes qu'en France, par exemple. Et donc il y a très peu finalement d'interaction entre la faune et la flore sur ce type de végétaux. Et Végétal Local permet de répondre à cette problématique. Je vais finir. Je peux finir. Voilà. Donc, je peux finir. Il y a un dernier levier que vous voyez normalement sur votre diapo. C'est une charte qui a été créée, qui a été signée à Salon Vert il y a 2 ans et qui fait la promotion de notre filière, de cette filière horticole et pépinière. Et en fait, tous les acteurs, que ce soit horticulteurs, pépiniéristes, entreprises de paysage, concepteurs paysagistes et aménageurs se sont engagés ensemble via cette charte et proposent des solutions pour travailler ensemble, permet de tisser des liens. Et on s'engage
notamment à répondre à ces questions de ces futures problématiques d'aménagement paysager. La charte est disponible sur le site de l'ADRIAF, c'est ça. Je vous invite à la lire en tout cas, si vous êtes l'adresse FC, si vous êtes concepteur, entreprise de paysage, si vous avez un lien dans le végétal, je vous invite à la lire et à la signer. Ça fera le plus grand bien pour cette filière. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, du coup, je vais faire la distribution des micros. Du coup, pour compléter là, les propos que tu as donnés sur la charte d'Île-de-France, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est où est-ce qu'on en est depuis 2 ans sur la signature, l'engagement des différents partenaires par rapport à cette signature, enfin par rapport à cette charte. Ouais, Josabelle. La réponse est aussi dans la salle. Bonjour, Elisabeth Vandermeer, Chambre d'agriculture, donc j'ai travaillé sur l'élaboration de la charte. Et donc cette charte, en effet, elle a été signée il y a 2 ans par le conseil régional, par l'IAU, l'ARB, enfin, l'UNEP, les concepteurs paysagistes, Sortis. Et c'est vrai que pour l'instant, on a plutôt l'impression que c'est une volonté, mais qu'on n'est pas encore allé au bout. Donc, Il y a peu de collectivités qui ont signé, par exemple. Il y a, alors on doit être à une 50aine de signatures, dont je dirais une 20aine de collectivités quand même, à peu près. Enfin, faut vérifier sur le site de l'ADRIAF, tous les chiffres sont notés, je n'ai pas regardé récemment. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas l'implication et le réel retour. Alors sachant que cette charte, elle n'existe pas qu'en Île-de-France, hein. Il y en a dans quasiment toutes les régions, maintenant au niveau national. Mais c'est vrai qu'on voudrait passer à un niveau supérieur et qu'en effet, derrière, il y a un vrai retour vers les producteurs et un vrai retour en fait, ce qu'elle explique réellement, cette charte, c'est comment rédiger un appel d'offres pour pouvoir travailler avec les producteurs locaux, avec les paysagistes locaux, et sans que, quelque part, on dise l'appel d'offres, il a été mal fait. Notamment, il y a tout le sourcing qui est qui a un moyen pour arriver justement à travailler avec les producteurs locaux. Il faut aller voir ce qu'ils peuvent proposer, et ça, c'est pas assez utilisé actuellement. C'est pas utilisé, ouais, c'est ça que je voulais savoir. Concrètement, est-ce que c'était... Ça se fait, mais c'est pas encore assez encore utilisé. compliqué. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai plusieurs remarques à faire. La première sur les contrats de culture, le fait qu'on n'ait pas assez de visibilité, etc. Aujourd'hui, la végétalisation de la ville, elle se fait de façon opportuniste au travers d'autres projets d'aménagement de la ville. C'est puisqu'on fait un réaménagement, alors on va verdir, etc., etc. Et du coup, il faut avoir une sacrée visibilité à la fois sur la nature du projet fondateur de cette envie de plantation, hein, il faut, etc., rentrer dans le temps d'une grande ZAC, rentrer dans le temps d'une grande rénovation, etc. Et à cette occasion, on rajoutera des arbres, etc. Donc c'est compliqué d'avoir une visibilité pour le faire. Donc moi je pense que ce que je ressens, et on voit d'ailleurs les premiers appels d'offres apparaître là-dessus, c'est qu'il y a des projets de végétalisation massive. Hein, Épinay-sur-Seine, on a lancé un en ce moment, là, qui est en cours, où là, on ne va pas profiter d'un autre projet pour planter, mais on va lancer un projet de végétalisation de la ville. Et là, vous allez avoir une visibilité importante, parce que c'est de la végétalisation massive, dans le but de faire cette infrastructure nature dans laquelle je parlais, de façon à couvrir, à augmenter cet indice de K2P, couvrir, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence, parce que je vais vous donner un exemple d'un projet qui est super en théorie. C'est l'opération Oasis sur les cours d'école à Paris. On désimperméabilise, on plante pour créer des îlots de fraîcheur. Et comme les écoles, il y en a partout, on ouvre ces cours d'école rafraîchis la nuit ou le soir en période de pic caniculaire, et ça devient un îlot de fraîcheur proximité pour le quartier. Et après, il y a la réalité. La réalité du mode de fonctionnement. Un accord cadre multi-attributaire, trois accords cadres, du 1er au 7e, du 7e, 8e au 15e arrondissement, etc. 5 entreprises par accord cadre, 2 obligations de faire 2 écoles au minimum par été. Donc vous faites le calcul, ça fait 30 projets par an. Et 30 projets par an, d'accord, vous avez fini quand le programme? En 2040.
Et donc, en 2040, on va planter les derniers arbres, rafraîchir les derniers cours pour un effet d'espoir, de température ressentie, d'amélioration réelle, combien 10 ans plus tard? On n'est pas dans le bon rythme. On n'est pas dans le bon rythme. Aujourd'hui, des villes travaillent à la supportabilité de leur ville en période de pic caniculaire, c'est-à-dire qu'il faut accélérer, et c'est pour ça qu'il faut créer des nouveaux types de marchés, des nouveaux types de collaboration. Il ne faut pas avoir peur de mêler le public au privé, donc il ne faut pas avoir peur de s'appuyer sur nos entreprises, etc. Pour accélérer, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher les plantations dans le privé. Regardez, au XXe siècle, on s'est imaginé, le domaine public s'est mis comme responsabilité de gérer sur ces 20% de foncier l'ensemble des problèmes. C'est là qu'on a toutes les conduites, toutes les fonctions d'usage, etc., tout sur les 20%. Et quand il faut maintenant rajouter des arbres, on regarde le sol et on dit il n'y a pas de place pour les arbres. Et vous regardez à côté dans le foncier privé, il y a une vacance de dingue, il y a des opportunités, il faut absolument embarquer le privé dans la plantation des arbres, et donc il faut trouver des coopérations nouvelles, etc. Et il faut qu'on pousse, nous, nos professions, à lancer des programmes de plantation dans lesquels vous allez avoir une lisibilité, parce que la plantation massive, c'est peut-être se donner comme ambition, en un mandat, planter 10 000 arbres, on sait lesquels, et c'est pas à l'occasion d'un autre projet, c'est pour verdir en urgence. Il n'y a pas d'autre réponse aujourd'hui pour nous permettre d'adapter nos tissus urbains aux évolutions climatiques. Il n'y a pas d'autre solution pertinente aujourd'hui que de la plantation massive. Donc ça veut dire que les annonces électorales étaient les bonnes. L'histoire montre pas toujours ça. Par rapport à la question qu'on a posée au départ. En tout cas, si on peut se poser la question, est-ce que c'est du greenwashing? Sûrement pas. Est-ce que c'est un effet de mode? Sûrement pas. Est-ce que c'est une lame de fond? Oui. C'est une lame de fond parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et c'est la réponse quand même. Chaque fois qu'on mise sur la nature, c'est toujours la réponse. Comment dire, la plus économe, la plus pertinente, la plus pérenne. C'est une ressource extraordinaire, la nature. On en a complètement oublié. Sachez que quand vous traitez 1 mètre cube d'eau par l'infiltration, c'est-à-dire que vous coupez le tuyau qui emmenait ce mètre cube d'eau dans le système de gestion qui aboutit à la station d'épuration avant d'aller être rejeté dans le milieu naturel, quand vous le traitez par infiltration, ça vous coûte entre 150 et 300 € le mètre cube une fois, définitivement, parce que vous avez solutionné le problème, ça coulera dans le sol, alors que si vous le gérez par le système hydraulique technique, ça vous coûte en gros entre 1000 et 2500 € le mètre cube, et vous devez payer tout le temps ce qu'il faut entretenir le truc. Si vous imaginez la différence, donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à mettre des tuyaux, on continue à renforcer, de quelle taille? Là, ici, le Moulineau, alors je ne vais pas balancer, mais j'ai vu un article, ils étaient très fiers, ils ont fait un bassin d'orage, l'équivalent de 7 piscines olympiques, un trou tombe en sous-sol dans la ville pour gérer 10 heures l'eau de pluie. Alors certes, c'est obligatoire aujourd'hui parce que le système veut ça, mais est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'il ne faut pas se poser des bonnes questions et puis essayer de miser sur la nature et son intelligence? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout d'abord, merci. Et je voulais savoir, autant pour les pépiniéristes que du côté des paysagistes, est-ce que pour vous, les jardins type éphémères qui ont été faits comme avec notre lycée en collaboration avec la ville d'Orléans, les jardins éphémères, donc des jardins autonomes qui sont faits sur des milieux étanches, comme le béton, les pavés, le pavage, qui ont été incrustés dans la ville d'Orléans, parce que c'est une ville qui est extrêmement, qui a énormément de pierres, qui a très peu de milieux végétalisés. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un avenir? Moi, je peux alors, jardin éphémère, ça comment dire, une limite par essence que c'est éphémère, d'accord? Donc ça ne peut pas être une solution sur le long terme, ça peut paraître un peu con comme réponse, mais c'est un peu ça l'idée. Par contre, c'est très important, me semble-t-il, parce que ça redonne de l'expérience nature et du contact avec la nature, avec les gens. Et ça, c'est important pour notre filière professionnelle, notamment. Je discutais avec les gens de l'UNEP qui disaient que la nouvelle génération de ceux qui achètent des jardins, entre guillemets, qui, par exemple des toitures, des terrasses, qui font planter leurs terrasses, etc.,
ils ne savent même plus qu'il faut les arroser. Donc il y avait des trucs assez ubuesques qui nous étaient racontés. C'est que par exemple les gens faisaient une super terrasse plantée, ils étaient vachement contents, ils faisaient la brinque dedans. Ils partaient l'été en vacances, ils revenaient, tout était mort. Ils appelaient le paysagiste et en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tout est mort, vous avez arrosé, ah bon il fallait arroser. Mais c'est pas du tout des blagues, c'est qu'on s'est tellement déconnecté de notre système naturel qu'on a rompu ce contact avec l'expérience de nature. Et donc les jardins éphémères qui ramènent dans des endroits inhabituels de façon un peu spectaculaire avec la nature en ville, quelque part contribuent à recréer cette sensibilité qu'on n'aurait jamais dû perdre. Alors en complément de ces propos, effectivement, moi je pense que l'éphémère est indispensable. Pourquoi? Parce que je fais peut-être partie des rêveurs, mais je pense que de l'éphémère naîtront les réponses de demain. Donc on ne peut pas s'affranchir de ce côté un petit peu... on va raisonner dans l'immédiateté, on va donner du plaisir, et puis on se rend compte que l'éphémère fonctionne plutôt bien et qu'il suffit peut-être que de le développer pour que l'éphémère devienne pérenne. Là aussi, il faut bien voir cet éphémère dans une notion qui est beaucoup plus sociale. On a parlé de services écosystémiques, mais parlons également du bien-être que cela peut procurer à une certaine population qui n'a peut-être pas la chance de partir en vacances, qui n'a peut-être pas l'accès à un parc à moins de 250 mètres carrés, 250 mètres de chez elle. Donc je pense que l'éphémère, je serais même tenté de dire, doit se développer. Il y a quelques exemples de villes, notamment, qui ont des jardins éphémères. On peut citer Paris, on peut citer Nancy, on peut citer Boulogne-sur-Mer. Ce sont que des exemples. Si, on peut citer Boulogne. On peut citer Boulogne. Pour autant, ça amène nos consciences à évoluer et ça sensibilise un plus grand nombre. Et cette sensibilisation passe par toutes les strates de public. Et c'est ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans l'éphémère, c'est qu'effectivement, là, il n'y a pas de corporation. C'est multigénérationnel et c'est complètement transverse. Par contre, ça ne remplacera jamais le structurel. Donc l'éphémère, c'est un complément de quelque chose de structurel. Il ne faut pas arrêter de planter des arbres parce qu'on va faire des jardins éphémères. On n'est pas du tout dans la même temporalité. Non. Je crois qu'on va être obligé de rendre l'antenne parce qu'on a un petit peu dépassé, mais on avait commencé avec un peu de retard. Mais on a dépassé le temps qui nous était imparti, à moins que vous ayez encore des questions. Alors moi, c'est pas une question, c'est juste une information que je voudrais vous donner, puisque vous avez eu la gentillesse de nous écouter jusqu'au bout et je vous en remercie. C'est que tout simplement, la semaine dernière, un aspect qui n'a pas du tout été développé, parce qu'on n'avait pas le temps, tout simplement, c'est le côté monétaire. Et il m'appartient en tous les cas de souligner le travail qui a été rendu par l'association Copalm, par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 77 et par Plantécité dont on a précédemment parlé, qui consiste à donner une valeur financière des arbres d'ornement. Ça s'appelle la vie d'un côté, valeur, je ne sais plus, intégrée d'évaluation de l'arbre, et BED, barème d'évaluation des dégâts. Donc tout ça c'est en accès libre, c'est directement sur un site qui s'appelle le barème de l'arbre, et ça vous permet, vous déjà, à titre personnel, pourquoi pas, de savoir que l'arbre que vous avez chez vos parents, vos grands-parents, il a une valeur. Aujourd'hui on a trop oublié ce genre de choses, donc il faut redonner une valeur financière à ça, car on se rend compte que avec une tronçonneuse, une simple tronçonneuse, on peut malheureusement détruire un patrimoine incommensurable et on mettra peut-être centaines d'années à le retrouver. Merci pour ces précisions. D'autres questions? Peut-être une dernière? On ne s'est pas fait encore. On ne nous a encore pas demandé de partir, on peut en profiter. C'était juste un complément sur cette dimension économique pour souligner les travaux que vient de rendre le Conseil d'analyse économique, une instance nationale importante dont on parle peut-être pas généralement dans notre milieu, mais en tout cas qui rend des travaux justement sur cette dimension économique des espaces verts. Alors, il y a eu un article dans Le Monde il y a une semaine à peu près, vous le retrouverez aisément. Ça me semble un signe quand même extrêmement intéressant et
moi je prends tous les signes d'espoir de toutes sortes pour conserver quand même une forme d'optimisme. Et je trouve qu'il y a là un signal extrêmement intéressant parce qu'en effet, entrevoir cette dimension économique au travers d'une quantification des bienfaits de la nature en ville, c'est évidemment un élément fondamental dans les logiques de décision de nos élus pour ce qui est des collectivités, milieux auxquels j'appartiens. Voilà. Rajouter juste un complément et après je vous promets je me tais. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ce que vous dites, c'est que regardez une infrastructure, comment ça marche. On crée une infrastructure, c'est un coût, et tout de suite dans les plans comptables on l'amortit. C'est-à-dire qu'on va lui donner une durée de vie de 30 ans, et chaque année cette infrastructure technique, inerte, de tuyaux, elle va se déprécier jusqu'au bout de 30 ans, valeur zéro. D'accord? Parce qu'on considère qu'elle est usée, elle est finie, et il faut avoir gardé l'argent pour le refaire. Vous prenez une infrastructure végétale, vous la créez, 1000 euros l'arbre urbain. Vous revenez 10 ans plus tard, pouf, x 10. Vous revenez 10 ans plus tard, pouf, x 10, etc. Et plus cette infrastructure va s'installer, va grandir, et plus elle vaudra de l'argent. C'est quand même un sacré capital. Hein, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Bon, je crois que c'est une bonne conclusion. Nos camarades, la conférence suivante, elle portera sur les gazons et les intervenants s'impatientent là-bas, donc on va leur libérer la place. Il y a beaucoup de questions, d'autres questions qui auraient pu être abordées. Pourquoi on parle des contrats de culture depuis 30 ans et qu'il ne s'en fait pas plus? Qu'est-ce qu'on va planter demain? Finalement, nous on est en train d'essayer de travailler sur le lien horticole. Il y a un dossier dans le journal qui est distribué aux entrées, là, qui est distribué sur ce salon. Je vous invite à le découvrir. Et il y aura des suites dans les prochains journaux. Et donc on se donne rendez-vous peut-être dans 2 ans, pardon, pour compléter ce sujet qui est quand même un sujet très important. Merci aux intervenants, merci à vous, bonne journée à tous et bon salut.